Oui, alors on va essayer de vous présenter, d'abord de vous faire une présentation à deux voix, ce qui est un peu inhabituel, mais parce que le sujet proposé, c'est les nanotechnologies et les applications pour l'énergie à EDF, et on a voulu, tout en centrant l'exposé sur les implications sociétales, donner un petit éclairage sur l'environnement technologique dans lequel ça s'insère. Alors moi, je me nomme Didier Noël, je suis chercheur senior aux études et recherches d'EDF pour deux domaines. Je suis référent sur la chimie pour les besoins d'EDF, et puis par ailleurs sur les applications des nanotechnologies. Et Mathieu Brougidou, qui est également chercheur senior à EDF R&D, lui est référent sur tout ce qui est recherche sociale. Alors, voici le plan. Je vais vous donner un bref aperçu du contexte dans lequel les préoccupations d'électricité de France s'insèrent. Ensuite, quel est l'intérêt d'EDF pour les nanotechnologies et sur quoi finalement nous avons détecté des intérêts pour notre métier, nos métiers. Et puis ensuite, Mathieu Brougidou vous parlera des implications sociétales et de l'état des recherches que nous avons fait sur le sujet. Un bref rappel sur EDF pour simplement, bon, tout le monde connaît, mais ce qui est un peu moins connu, c'est que nous sommes énergéticiens, non plus seulement pour l'électricité, mais également le gaz. Donc en gros, l'ensemble des métiers de l'énergie, que nous sommes aujourd'hui plus de 160 000 salariés dans le monde, premier producteur d'électricité en Europe, et surtout que la moitié environ de notre chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Donc on assimile souvent EDF à une entreprise franco-française. Ce n'est plus vrai depuis bien des années. Alors, pour la R&D d'EDF, quelques chiffres. 2100 personnes, 15 départements disciplinaires qui couvrent à peu près toutes les sciences imaginables, 14 laboratoires communs avec des grands centres académiques ou internationaux et 7 centres internationaux en Europe et en Chine. Alors, je ne vous décris pas la stratégie d'EDF, mais simplement pour donner une idée de l'étendue des applications auxquelles on doit s'intéresser, avec des priorités qui sont vers un mix de production décarbonée. Voilà, alors, mix de production décarbonée, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un parc nucléaire qui est dominant dans notre appareil de production, avec un enjeu majeur qui est de prolonger la durée de vie de ces centrales, au-delà de 50 ans, voire au-delà, si on peut. Développer les énergies renouvelables, et puis s'intéresser à tout ce qui permet de décarboner la partie fossile de la production d'énergie. Alors, ce n'est pas très important en France, mais ça l'est important dans d'autres pays d'Europe où nous avons des sociétés. Anticiper le système électrique de demain. Donc ça, c'est essentiellement Smart Grid ou le réseau intelligent, et qui est fortement impacté par la question de la production des énergies renouvelables, avec la production intermittente et décentralisée, c'est-à-dire venant non plus de quelques gros systèmes centraux, mais de beaucoup de sources et pouvant fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire tantôt en consommateur et tantôt en producteur. Et puis, des questions plus proches des usages, les nouveaux usages pour l'électricité et les questions d'efficacité énergétique. Alors, c'est par exemple le bâtiment et ce qu'a présenté ce matin Bernard Hirieix sur l'isolation fait partie de ces recherches sur l'efficacité énergétique. La ville de demain et la mobilité durable, c'est-à-dire le véhicule électrique. Alors, dans ce contexte un peu général, l'intérêt d'EDF pour les nanotechnologies, c'est d'une part constater qu'il y a eu de nombreuses percées scientifiques et d'innovation. Bon, ça, c'est pas ici, c'est pas une découverte. Champ très vaste, multi-aspects, évolution rapide. Et puis, une difficulté par rapport à notre organisation disciplinaire classique, c'est que c'est multidisciplinaire et que l'hybridation des connaissances est un passage obligé. Alors la question qu'il y avait pour EDF il y a quelques années, c'était finalement, au-delà de tous ces effets d'annonce, quelles sont les innovations majeures
importantes pour les métiers d'EDF, comment les identifier, sachant que EDF ne produit pas fournit des services, mais produit extrêmement peu d'objets. Donc ça, c'est une difficulté. Donc notre innovation, pour une grande part, est tournée vers l'efficacité de l'outil industriel, la production, le transport, la distribution, les usages. Évidemment, ce n'est pas le cas partout. Il nous arrive de commercialiser certains produits et que nous sommes organisés sur une R&D disciplinaire. Et pour répondre à cette question, la R&D a lancé un projet il y a 4 ans maintenant qui s'est terminé, qui est relancé sur un deuxième projet, dont le but était de développer, doter EDF d'une vision stratégique sur ces questions-là, avec un processus de détection, de tri des idées, l'idée étant d'en jeter le maximum et de ne garder que quelques bonnes idées et de développer ces idées-là, avec évidemment des fonctions d'écosystème qui vont avec les conditions de développement des nanotechnologies. Alors, le point de départ, l'approche était quand même un peu initiée sur les nanomatériaux. Bon, alors les leviers, tout le monde les connaît, c'est les prédominances des interfaces, les effets quantiques, l'auto-assemblage, les topologies contrôlées, la multifonctionnalité sur mesure, etc. Détecter dans un certain nombre d'objets et d'applications, les métaux et alliages, tout ce qui est mécanique, tenue à l'irradiation, l'usure, le frottement, améliorer la tenue à la corrosion, les composites nanochargés, c'est-à-dire essentiellement les polymères avec des nanoparticules, où on s'est intéressé aux applications à la fois en génération d'électricité et pour le transport. Les thèmes d'hydrophilie et hydrophobie des surfaces renforcés par la nanostructuration de surface qui a donné un certain nombre d'applications. Et tout ce qui est transformation d'énergie ou bien évidemment le photovoltaïque. Alors les clés, les leviers, là, c'est le découplage spatial qui permet de dissocier les problématiques de collecte des phonons et de porteurs de charge dont les distances de diffusion sont pas exactement, sont très différentes. Bon, et ensuite, extension des longueurs d'onde d'absorption, l'ingénierie optique ou électromagnétique et les applications de plasmonique. Les matériaux thermoélectriques aussi ont une augmentation très nette depuis quelques années de leurs propriétés grâce à un découplage que permet la nanostructuration entre conductivité thermique et conductivité électrique. Et pour le stockage d'électricité, eh bien, ça permet d'augmenter les caractéristiques telles que la capacité, la rapidité, la réversibilité, la tenue au cyclage, par nanostructuration, avec des leviers qu'on a d'ailleurs parcourus en particulier ce matin. Alors, l'objectif, ce n'est pas une présentation technique, mais quand même, je voudrais vous montrer quelques exemples d'applications qui ont été détectées au sens intéressant pour EDF et sur lesquelles on travaille. Des choses imprévues, par exemple le fait soit les nanofluides, soit les effets de nanophobie, hydrophobie ou hydrophilie de surface, permettent éventuellement d'espérer améliorer le flux critique d'ébullition en situation de crise dans des réacteurs nucléaires, ou on peut espérer améliorer de manière non négligeable la condensation de vapeur au condenseur et ainsi peut-être augmenter un peu le rendement de production de nos machines tournantes, en termes d'électricité évidemment. Pour le thème matériaux pour les centrales, on travaille sur des matériaux sans cobalt, des revêtements durs sans cobalt. C'est pour les vannes, les robinets, et sachant que ces robinets qui contiennent du cobalt aujourd'hui produisent à peu près la moitié de la contamination de nos circuits primaires de réacteurs. Donc, si on pouvait s'en passer, on serait très content. Il y a des matériaux avancés, type avec des additions de nanoparticules pour la résistance à l'irradiation, sur lequel travaille essentiellement le CEA, mais accompagné par EDF. Et puis, nous avons aussi travaillé sur des nanofilms qui augmentent considérablement la tenue à la corrosion. Alors, la figure est petite, mais vous voyez la courbe bleue en haut à droite, c'est un acier inoxydable, alliage inoxydable,
telles quelles. Et puis les courbes colorées en dessous, c'est les effets de gain à la corrosion, et on gagne au moins 2 ordres de grandeur sur des alliages inoxydables, ce qui est quand même assez remarquable. Conversion d'énergie et production décentralisée, photovoltaïque. Nous avons un département, et en particulier l'IRDEP, qui est devenu l'IPVF, dont EDF est acteur. Les travaux sur les piles à combustible à haute température ou fonctionnant pour l'électrolyse de l'eau en inverse, dans lesquels il y a des actions pour réduire la température de fonctionnement et avoir ainsi des matériaux moins coûteux par nanostructuration. Des études sur le stockage de l'énergie, alors essentiellement les batteries, aujourd'hui avec des travaux sur des membranes nanostructurées de batteries lithium-air. Sur le transport d'électricité, ce que apportent les polymères nanochargés, c'est une amélioration très nette de la tenue au vieillissement et éventuellement de la puissance transportée. Et nous avons un ingénieur qui travaille là-dessus. Sur l'efficacité énergétique, nous nous sommes intéressés à les applications de la thermoélectricité pour le bâtiment, non pas pour produire de l'électricité, mais pour gérer la chaleur du bâtiment. Et puis, un autre thème un peu transverse, ce sont la thématique des capteurs autonomes en énergie, miniaturisés et communicants. Les 3 termes étant interdépendants, parce que si c'est miniaturisé, il y a beaucoup moins d'énergie, etc., sur lesquels nous avons aussi détecté des applications. Alors, pas le temps de donner plus de détails. Il y a un livre qui vient de sortir, que j'ai coordonné, qui aborde une partie de ces thématiques, pas toutes, mais qui en fait quand même un état et qui essaye de tracer la distance qu'il y a entre les idées de base et les applications. Et alors, on arrive à la question des risques sanitaires et implications sociétales. On est très conscient qu'ils détermineront la vitesse de montée en puissance des nanotechnologies dans le futur, avec des points incertains, dont tout le monde qui a été évoqué ce matin, l'encadrement législatif qui est en forte évolution, les risques sanitaires et sociétaux et environnementaux, mal certés aujourd'hui, confrontés avec la productivité des chercheurs qui inventent évidemment beaucoup plus vite qu'on est capable de caractériser les risques sanitaires de ce qui est proposé. Et puis les questions, indépendamment des aspects réglementaires ou risques objectifs, de l'acceptation par la société de telle ou telle application. Donc, ceci pour dire que EDF est très sensible à l'importance de ces questions, que nous savons qu'il faut intégrer l'examen de ces choses-là très tôt dans le processus d'innovation, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une idée brillante technologiquement qui va se trouver éliminée pour des raisons sanitaires ou d'inacceptabilité sociale. Et nous avons un groupe ad hoc à EDF qui intègre les aspects responsabilité juridique, les aspects risques sanitaires avec l'antenne, le service d'études médicales d'EDF, les aspects sociologiques, etc., de manière à intégrer toutes ces questions. Et je passe la parole à mon collègue Mathieu. Bien, c'est ça. Bien, donc je vais donc vous parler des aspects sociologiques. D'abord, rapidement, l'intérêt pour EDF de travailler ces questions. A priori, ce n'est pas là où on nous attend le plus. Les difficultés que ce type de recherche représente, avec un premier aperçu des recherches de sciences humaines et sociales sur le domaine. C'est un aperçu très rapide. Je ferai une focalisation rapide sur la question des représentations, la représentation des nanomatériaux, nanotechnologies, à la fois dans les médias, dans le public et chez les acteurs, parce que là, il y a un certain nombre de choses, à mon avis, intéressantes qui ont déjà été bien avancées par Brice Laurent tout à l'heure. Et puis, un dernier point sur les questions de gouvernance qui ont aussi été abordées ce matin. Un des points essentiels étant finalement de dire que
il y a bien des incertitudes sur la définition des nanotechnologies et il y a au moins autant, sinon plus, d'incertitudes sur la question des publics et les formes d'appropriation de ces nanotechnologies, de ces matériaux par les publics, et que, au fond, consacrer de l'intelligence à la définition et des recherches sur les nanomatériaux, ça implique aussi de consacrer un peu d'intelligence et de temps à essayer de comprendre les formes de public associées à ces nanomatériaux. Et donc, pour des raisons d'efficacité, comme l'a souligné Didier, il faut s'interroger en effet sur ces implications sociétales. Il y a une question de méthode, des questions de méthode importantes, c'est-à-dire au fond comment on peut appréhender, anticiper les valeurs d'usage et associées aux nanomatériaux et les implications sociétales. C'est des choses qu'on ne sait pas très bien faire. On connaît des controverses environnementales sur des ouvrages existants, sur des technologies matures, sur des technologies émergentes, c'est plus compliqué. Et puis, il y a une question qui est ultimement celle que, en tant qu'industriel, on va se poser, c'est-à-dire on a des positions d'entreprise aussi à construire, et quelles pourraient être ces positions. Alors, la recherche appliquée sur ces implications sociétales, ça soulève effectivement un certain nombre de difficultés. Il me reste 5 minutes, donc je vais être super rapide. Anticiper, voilà, comment on anticipe des spécificités techniques qui ne sont parfois pas déterminées. Bon, non, mais je vais aller à l'essentiel. Donc voilà, anticiper des valeurs d'usage, des produits qui n'existent pas encore. Il y a des contraintes de confidentialité, et c'est pas rien. C'est-à-dire que il y a des contraintes de R&D liées ici qui limitent le champ des explorations possibles. Et ainsi que je l'ai dit, on pourrait se poser la question de ce que fait EDF aux nanomatériaux, ou son image, le fait que nous sommes aussi un opérateur industriel important, engagé, disons, concerné par de multiples controverses. Eh bien, le fait d'associer EDF avec des questions de nanotechnologie, on peut aussi se poser ce type de questions. Il y a la question de la responsabilité sociale d'entreprise en règle générale, évidemment. Et donc, alors ceci dit, il y a aussi une ressource qui est liée au fait que, comme on a une histoire et une implication forte dans toute une série de controverses, on a aussi des points de comparaison possibles. On travaille sur les biofuels, on travaille sur le captage du CO2, on travaille sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables. Eh bien, toutes ces technologies posent des problèmes sociétaux qui sont de diverses natures, et on peut aussi s'inspirer de ces travaux pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, j'avais un premier point qui consistait à faire un état des forces, combien de divisions, pour reprendre de sciences sociales, elles sont faibles. Alors, Brice a dit dès le début, les questions de recherche de sciences sociales sont impliquées, intégrées dans le développement de la recherche sur la nanotechnologie. Oui, certes, mais de façon modeste. On parle de 10% des programmes en 2000 de NNI. En fait, en France, c'est plutôt de 2 à 5% des recherches. Et en termes de publication, ça se traduit par le même genre de choses. En termes de publication, on voit aussi, c'est plutôt les questions des controverses sur la santé qui sont très fortement développées. Et il y a aussi des controverses sur les questions des impacts sur la vie privée, d'éthique, voire de l'amélioration de l'humain. Un point sur les médias. Alors là, on va essayer de dire en gros, on voit aussi que très rapidement, il y a effectivement des recherches en sciences sociales, mais il y a des implications sociétales qui sont, sinon avant, au moins qui accompagnent le développement des recherches. Et là, vous avez une idée du nombre d'articles de presse dans la presse anglophone mondiale en nombre de publications, et ça suit grosso modo les publications scientifiques, tout ça accompagne. Donc évidemment, la recherche ne peut pas se départir d'un débat qui, de fait, l'accompagne. Et là aussi, on voit que les questions de santé sont les questions les plus évoquées par les médias dans ces mêmes périodes. Donc pour nous, pour EDF, de toute façon, effectivement, c'est bien, y compris les impacts toxicologiques, mais y compris en termes sociétaux, les impacts sanitaires, les controverses liées à ces impacts qui peuvent nous intéresser. Alors, la question de l'opinion publique, c'est un point intéressant parce qu'au fond, mon point ici, ça consiste à dire que en fait, d'opinion publique au sens classique du terme sur les nanotechnologies, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Il y a, si on prend les travaux de Kermiche, par exemple, qui reprend les eurobaromètres, il y a la plupart des gens, enfin la moitié des gens n'ont pas d'opinion, ne connaissent pas, ne sont pas capables de se prononcer. Et puis, parmi ceux qui se prononcent, il n'y a pas d'accord ni sur les risques. Il y a des inquiétudes sur les iniquités de distribution des risques, par contre, et les champs d'application concernés sont très fortement discriminants sur des champs, sur tout ce qui a, où on ne sent pas des bénéfices perçus forts comme l'alimentation, les cosmétiques, et en plus il y a un rapport direct avec la peau ou l'être humain. Il y a des préventions plus fortes. Elles sont beaucoup plus faibles dans les domaines comme la santé, l'électronique ou l'énergie, où les bénéfices perçus sont plus forts. Enfin, les facteurs psychométriques classiques, qui consistent en gros à dire que plus vous avez le sentiment de ne pas maîtriser le risque, plus vous avez l'impression que le risque peut être dangereux, plus le risque perçu est fort. Mais il y a des impacts socioculturels, éthiques, qui expliquent ces différentes perceptions. Mais encore une fois, le point principal, c'est qu'on ne peut pas parler d'opinion publique au sens strict sur des questions. Par contre, effectivement, il y a la peur de la peur, c'est-à-dire que s'il y a un risque perçu, c'est par les acteurs économiques. Et alors, si vous avez vu ou parcouru le dernier rapport intergouvernemental sur le développement des nanotechnologies et des biotechnologies, les manufactures du futur, on voit bien que un des points principaux, outre les difficultés de gouvernance au niveau des pouvoirs publics, c'est ces fameuses anticipations négatives des acteurs, et notamment des investisseurs, sur des questions de nanotechnologie. Donc le point, c'est au moins autant travailler sur les perceptions et les représentations des acteurs, qui ne sont pas toutes rationnelles, ou alors elles peuvent être liées sur des précédents, effectivement, dont on parle souvent. Et le précédent, c'est les OGM. Alors, donc, je ne vais pas développer le point des OGM, mais il y a une étude qui est assez intéressante sur les OGM, qui dit, de Maris de 2001, qui a comparé les représentations des acteurs et les représentations des publics. Alors, les représentations que le public ont des acteurs, par exemple, les gens sont pour ou contre les OGM, ils ne comprennent pas la science, etc. Et puis comparé à ce que disent les gens, alors dans des dispositifs de représentation du public qui sont très particuliers, qui sont des dispositifs de type focus group, groupe de discussion, donc on reviendra après sur l'ingénierie de sciences sociales qu'il y a derrière, mais en gros on s'aperçoit qu'il y a des décalages qui sont très forts entre ces points. Alors, je ne vais pas vous les détailler, mais notamment la question de la polarité très forte, elle est très souvent construite par les acteurs. Du côté de l'opinion publique, c'est très souvent balancé. Si vous prenez le nucléaire, c'est d'ailleurs assez vrai, c'est-à-dire c'est très souvent ambivalent, c'est très souvent oui, mais dans certaines conditions, non, certainement pas si. Et donc sur les EGM, on a le même genre de problème. On a une représentation justement des positions ici qui est très différente. Et donc là, ça nous ramène au point qui était soulevé par Brice Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des travaux de recherche importants à faire sur justement les dispositifs de représentation des publics, sur leur caractérisation, et les difficultés de spécification de ces publics sont au moins aussi importantes, me semble-t-il, si elles ne sont pas de même nature que celles qu'on trouve face à la difficulté à caractériser les nanomatériaux. Ça, ce sont des positions d'acteurs dont on voit qu'elles peuvent être, telles qu'elles sont restituées par le rapport du CAS, elles peuvent être très différentes. Et là où on peut insister, c'est, à mon avis, et par rapport à la question qui était abordée tout à l'heure sur les anticipations négatives des acteurs, c'est que c'est très souvent ces positions très polarisées se construisent entre acteurs. C'est-à-dire qu'au fond, PMO a besoin de discours utopiques et prométhéens des nanos sur les nanotechnologies pour exister, et inversement, on pourrait dire que ces discours très contrastés se nourrissent l'un l'autre, et les positions intermédiaires ont beaucoup de mal à exister. Je pourrais souligner au passage que la déclaration obligatoire dont on a parlé tout à l'heure n'a pas suscité de controverse massive. On parle de 500 000 tonnes de nanomatériaux. Alors certes, pris mais
moi, je n'ai pas vu ni dans les médias, ni sur le web, de levée de boucliers, de manifestations massives, etc. Tout ça se fait dans un très, très grand silence. Le précédent du débat public est évidemment dans toutes les têtes. Et donc, ce sont bien les questions de gouvernance qui sont au centre. Et donc là, je vais rappeler un exemple qui vient du captage du CO2, en fait, des procédés, et donc des études qui montrent qu'en gros, on a des cycles et que c'est bien la dynamique de ces cycles qui est intéressante à regarder. Qu'on cite beaucoup l'opinion publique et les questions d'acceptabilité, et très souvent, ce qu'il y a derrière, c'est moins des questions d'acceptabilité au sens où on l'entend en général que des incertitudes réglementaires, des incertitudes scientifiques, des incertitudes sur le financement, le prix de la tonne du CO2 pour le développement du captage du CO2. C'est quelque chose de déterminant. C'est systémique. On voit bien qu'on a du mal à convaincre des gens à accepter des systèmes de stockage du CO2 chez eux si on n'a pas de système assurantiel pour accompagner ce type de réalisation industrielle. Et si en plus on a des incertitudes sur des fuites possibles selon les milieux géologiques, etc. Et donc, on a comme ça des mouvements d'enthousiasme et sinon de dépression, du moins de légère déprise des enthousiasmes. Les nanotechnologies n'échappent pas à la règle. Il y a des questions d'innovation responsable, alors que je ne vais pas développer parce que vraiment, je suis au bout de mon temps. Et au fond, c'est un peu les travaux. C'est les travaux de Brice, en fait, qui, à mon avis, ici, me paraissent intéressants. Donc, comme ils ont été développés, ça tombe bien. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, effectivement, les lieux où se construisent à la fois la participation, l'inclusion du public et les lieux qui sont à la fois des instruments de développement de ces marchés. C'est-à-dire, pour qu'en effet, il y ait des développement industriel et économique des nanomatériaux. Il faut pouvoir s'assurer à la fois effectivement de la passivation des biens au sens d'une certaine stabilité des nanomatériaux et de leurs propriétés, et là y compris au sens physico-chimique, mais il faut aussi qu'on ait des publics actifs, c'est-à-dire qui participent, qui veuillent bien rentrer dans des formes de participation, et ce n'est pas si simple que ça, et dans les modes et dans les formes que l'on attend. Et donc là, on va retrouver aussi toutes les questions d'incertitude réglementaire et légale qui sont liées à ça. Alors, pour finir, ce qui nous paraît intéressant, c'est distinguer les risques perçus par les acteurs et l'opinion publique. Très souvent, c'est ce dont on parle, c'est plus des anticipations négatives des acteurs que de l'opinion publique elle-même. Cette distinction me paraît intéressante. D'un point de vue de sciences sociales, des apports psychométriques sur les risques perçus de l'opinion publique me paraissent plus limités dans ces cas-là, puisqu'on est sur vraiment des technologies émergentes. On n'a pas d'opinion publique constituée au sens propre. Donc, c'est l'attention aux lieux et aux dispositifs de régulation et de concertation qui nous intéressent. Pour ce qui concerne l'énergie, les approches au cas par cas, on a souligné leur intérêt. Alors évidemment, elles nous entraînent dans des multiples cas d'application, mais la question des équilibres risques-bénéfices, notamment au niveau collectif, doit être regardée. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des risques collectifs, des risques et bénéfices individuels, mais qu'est-ce qu'au fond, on anticipe comme construction collective des risques et des bénéfices, la question des incertitudes et l'idée que sur le secteur de l'énergie, c'est en effet des questions qui où on a des perspectives plutôt favorables. Voilà, je vais terminer là-dessus.